à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de m'entretenir avec vous du lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. C'était absolument pas prévu, j'étais encore parti sur une autre thématique de vidéo que je prépare depuis quelques jours et que je devais faire aujourd'hui. Et puis, une fois encore, le présent en a décidé autrement. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de lâcher-prise, si vous le souhaitez. Pourquoi cette vidéo ? Ce matin, Annie, que j'accompagne via Skype pour un processus de 21 jours, me dit « j'ai pas dormi de la nuit, j'ai les jambes qui sont en impatience, je fais du syndrome des jambes impatientes, syndrome de l'impatience, les jambes qui bougent toutes seules. Et donc, j'ai pas dormi de la nuit, mais alors pas du tout, je me suis levé pour bouquiner. C'est la première fois que ça le fait depuis le commencement des 21 jours, donc ça fait une semaine qu'elle est en processus, qu'elle a commencé. Annie fait de temps en temps, parfois, du syndrome des jambes impatientes, mais de temps en temps, et ne l'avait pas fait en tout cas depuis le début de son processus, sauf cette nuit. Et me dit, est-ce que je peux prendre du chlorure de magnésium ? Voilà. Et donc, le processus en nourriture pranique, c'est fondamentalement se poser, déposer ses bagages, son fardeau, ses soucis, ses problèmes, son trop d'interrogations, son trop de « je m'accroche à ce que je connais, je m'accroche à mes habitudes et je vais continuer de fonctionner comme toujours, même en processus pranique », à savoir, dès que j'ai quelque chose qui ne va pas, je trouve tout de suite quelque chose pour que ça aille. Je ne cherche pas forcément à comprendre ce qui s'exprime dans ce qui ne va pas. Par exemple, une émotion, une contrariété, une tristesse, une peur, une colère. Eh bien, je ne vais pas forcément chercher à voir ce que ça exprime, mais je vais surtout chercher à caler ça, à l'éliminer, à l'enlever, pour ne plus le ressentir. Ce qu'on va appeler professionnellement une démarche en type changement niveau 1. Changement niveau 1, c'est ne pas forcément régler entre guillemets le problème ou désamorcer la relation de cause à effet, ça va être surtout d'agir sur l'effet, sur la conséquence, sur le symptôme. Mais je ne regarde pas en amont. Classiquement parlant, je vais en discothèque, je suis fatigué, je bois de l'alcool, je reviens, j'ai mal dormi, j'ai un mal de tête. Eh bien, je vais prendre un antalgique, un anti-mal de tête, du Dafalgan par exemple, du paracétamol. Mais je ne vais pas forcément remettre en question la fatigue, et ni la prise d'alcool, ni la discothèque. Je vais surtout agir sur ce qui me dérange, c'est-à-dire le mal de tête. Ça, c'est du changement type 1. Si je revois ma relation en forme, pas en forme, c'est-à-dire fatigue, si je revois ma relation à l'alcool parce que peut-être que j'en bois trop, si je revois ma relation à la discothèque parce que peut-être c'est pas le bon endroit pour cultiver des bonnes énergies, pour s'imprégner d'une musique qui serait nourrissante, eh bien, c'est sûr que je risque de continuer longtemps comme ça. Par contre, si je revois ma relation à la fatigue et que je prends plus de temps pour me reposer, si je revois ma relation à l'alcool et que je vais en boire moins, peut-être plus du tout si je suis dans une dépendance, puisque le moins ne marche pas vraiment dans une dépendance, surtout une dépendance physique. Ça peut encore se discuter dans une relation psychologique. Et puis si je revois ma relation au lieu en tant que tel, au lieu, à l'endroit, c'est-à-dire à la discothèque, en tout cas dans ce qui est nourrissant ou pas nourrissant, ou peu nourrissant, eh bien je n'aurai pas forcément besoin de prendre du paracétamol, puisque là je vais intervenir sur la relation de cause à effet, de facteur déclenchant. On est là dans un changement plus durable dans le temps et que l'on va nommer changement type 2. Ça implique une autre remise en question, un autre regard sur ce qui peut déranger bien sûr.
Et donc Annie qui voudrait du chlorure de magnésium pour enlever le syndrome des jambes qui bougent toutes seules, syndrome de l'impatience. Quand on est en processus nourriture-conscience, on se pose, on interrompt l'apport de nourriture solide, on continue de s'hydrater, très important, de boire. Et puis, le corps de lui-même va éliminer, va mettre en évidence, faire remonter à la surface des choses dont il va s'affranchir à condition que nous les intégrions. Comment? Par l'écoute, par le ressentir, l'observation et surtout la non-intervention, ce qui s'appelle le lâcher-prise. Parce que sinon, Annie qui prend son chlorure de magnésium va endormir le syndrome ou le symptôme en tant que tel, va avoir un processus plus tranquille bien sûr, mais ne va pas déprogrammer dans le lâcher-prise, dans le laisser-faire, ne va pas déprogrammer ce syndrome de l'impatience, des jambes impatientes. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un processus en nourriture-conscience, la phase de détoxination physique et la phase de déconditionnement psycho-émotionnel, dans ce qu'il y a lieu de déconditionner, procède en réalité d'une déprogrammation cellulaire. Et donc si j'interviens trop tôt, trop rapidement, trop systématiquement sur ce qui me dérange, sur ce qui est désagréable, en fait je ne fais que l'entretenir et donc le renforcer en évitant la déprogrammation par la détox ou par le déconditionnement. Et puis, donc après Annie elle le sait, elle fait comme elle a envie, elle est libre et si elle veut prendre du chlorure pour avoir des nuits plus tranquilles, eh bien oui effectivement c'est pas interdit. Donc après c'est chacun en sa conscience et de mettre la limite de ce qu'il a envie, de ce qu'il supporte, de ce qui lui est agréable, désagréable, de sa relation au plaisir et de ce qu'il veut faire de tout ça à l'issue de son processus en ayant déjà en connaissance de cause là où les motivations qui font qu'on se lance dans une aventure comme ça, qui n'est pas une aventure tout tranquille. C'est vrai que c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Et puis à côté de ça, Annie me dit oui, et puis au niveau du palais, j'ai un renflement, j'ai un creux, alors elle parle au départ de crevasse, donc c'est pas tout à fait une crevasse, c'est un creux qui rentre dans le palais, ce n'est pas une bosse qui sort, c'est pas une bosse qui sort du palais, c'est une bosse qui rentre, qui s'incurve, c'est un creux à l'intérieur du palais et qu'elle n'a jamais eu et qui se manifeste récemment et qui est plutôt désagréable, voire un peu douloureux, avec une pression qui rentre. Voilà. Et donc elle me dit, est-ce que je peux faire quelque chose? J'aimerais bien l'enlever. Bien, ce serait bien dommage de vouloir faire quelque chose, puisqu'en réalité, Annie n'est pas la seule à avoir ressenti ça. Bien des personnes le ressentent dans un processus classique de nourriture, conscience, avec imprégnation du matériau pranique. C'est tout simplement le méridien conception qui rejoint le méridien gouverneur qui passe derrière, au centre, au milieu et qui se rejoignent au niveau du palais. Donc c'est une connexion énergétique très importante qui est une connexion clé, qui est plutôt ce qu'elle est d'habitude quand on est en phase de mangeur classique et puis qui va s'activer, connexion énergétique qui va s'activer et c'est précisément là où justement Prahlad-Jani, on dit dans ce petit documentaire que je vous propose maintenant, qui dure quelques minutes. Et pour finir notre journal sur une note complètement différente, voire opposée, un ermite indien désarçonne les scientifiques et médecins après avoir survécu sans nourriture ni eau pendant 7 décennies. Les médecins mènent des tests dans un hôpital privé pour étudier la survie miraculeuse. Voyons ce qu'il en est. Un ascète de la ville indienne de Ahmedabad déclare avoir survécu sans nourriture ni eau au cours des 70 dernières années. L'Institut de défense de la physiologie et sciences apparentées mène une étude sur Prahlad-Jani dans un hôpital privé afin de comprendre le phénomène suite à sa déclaration. Il sera gardé en observation à l'hôpital pendant les 15 prochains jours et subira un certain nombre de tests.
Ceci pourrait aider à l'élaboration de stratégies de survie sans nourriture ni eau, lorsqu'il y a pénurie pour les personnes qui font face à ce schéma, lors de catastrophes naturelles par exemple. De façon similaire, nos soldats pourraient se trouver dans cette situation lorsqu'ils sont dans des déserts ou dans des forêts ou dans des zones de haute altitude. Un neurophysicien affirme que la survie de Gianni est miraculeuse. Une personne peut vivre sans nourriture ni eau pendant 3, 4, 7 à 12 jours. Et nous avons étudié, lors de jeûnes dans le passé, des personnes qui ont jeûné de 16 à 30 jours. Mais elles prenaient de l'eau au bout de 8 jours et elles évacuaient certainement par l'urine. Mais ce cas est un phénomène unique. Certains tests sur son cerveau ont révélé qu'il ressemblait à celui d'une personne de 25 ans. Gianni a aussi déclaré qu'il avait un trou dans le palais et dans sa tête où une goutte ou deux de nectar qui passait l'aidait à survivre. Les rapports de tests initiaux ont confirmé que le corps de Gianni avait subi une transformation biologique grâce aux exercices de yoga. Les médecins ont aussi signalé que l'ascète n'éprouvait aucun signe de fatigue ni un quelconque autre problème et qu'il préfère encore utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est précisément à cet endroit que coulerait ce fameux nectar, ces quelques gouttes de nectar dont Prahlad Gianni se nourrirait. Et qui est en réalité ce nectar? Eh bien tout simplement la manne des Juifs dans le désert suivant Moïse et grâce à quoi ils ne sont pas morts de faim, mais aussi que l'on appelle manas en Océanie, donc pour Tahiti, Hawaï, que l'on appelle le souffle, c'est-à-dire pneuma dans la Grèce antique, que l'on appelle lumière, d'où l'intitulé Lumière de ce fameux documentaire de Arthur Straubinger, que vous connaissez, qui parle du prana, et puis donc du prana ou chi pour les Chinois, ki pour les Japonais. Eh bien c'est une connexion très importante qui va permettre de se manifester le fameux soma prana, qui va imprégner la salive et qui va créer ce fameux et mystérieux soma prana, qui est une salive plus épaisse, un petit peu sirupeuse, comme du miel, qui n'est pas sucré, qui pourrait s'apparenter, qui pourrait évoquer le sucre, mais qui n'est pas sucré, et que l'on va déglutir et qui va nourrir l'organisme. C'est le soma prana. Et donc Annie, ça serait bien dommage de chercher à enlever ça, puisqu'en réalité c'est complètement des signes annonciateurs d'un relais pranique qui est en train de se manifester, de se concrétiser. Voilà, je voulais vous proposer cette réflexion sur le lâcher-prise de ce qui est désagréable et qui le plus souvent cache, un peu comme un nuage, un ciel nuageux, aujourd'hui ce n'est pas le cas ici, qui cache le plus souvent le soleil derrière. Si systématiquement j'ai fait quelque chose pour enlever ces nuages, que sont les contrariétés, que sont les petites douleurs, les petites raideurs, les petites tristesses ou tout ce que en réalité le corps va exprimer, eh bien j'empêche véritablement de l'exprimer puisque j'interviens, donc je suis dans le contrôle et je m'empêche, je me prive de voir le cadeau qui se cacherait derrière ce désagréable. Ça me fait penser à José, dont vous avez vu l'interview tout récemment, qui a fait 7 jours en processus pranique, et José qui me racontait qu'il avait cette calotte, ce bol, il disait le bol, ou le chapeau, qui est la manifestation du chakra coronal, du plexus coronal. Moi j'appelle ça la toque du cuisinier, qui est l'antakarana, la colonne de lumière, ou pour les catholiques l'Esprit Saint, donc ça correspond bien à une réalité historique qui est décrite de plusieurs manières depuis toujours. Et José qui dit ça m'embête vraiment pour dormir, c'est presque désagréable, c'est fort, ça appuie fort, donc j'ai essayé plein de choses pour l'enlever mais j'arrive pas à dormir, ça me contrarie et donc j'ai essayé de faire plein de choses pour l'enlever, de respirer, etc., de masser, mais il n'y a rien qui y fait. Et j'ai répondu à José, mais surtout ne rien faire. Accueillir, accepter, vivre en conscience cette transition de la physiologie biologique vers une physiologie essentiellement vibratoire grâce aux matériaux praniques, si la motivation est de s'autonomiser de la nourriture solide, bien sûr. En réalité, il y a une chose très simple à faire pour endormir tous ces signes, c'est de remanger tout simplement. Dès que vous remangez, ça s'endort.
Ce qui veut dire que dans ce que j'ai compris de mon expérience personnelle, dans mon parcours, et au travers des retours que me font toutes les personnes que j'accompagne, de près ou de loin, eh bien, que la nourriture solide, en réalité, aussi bonne et saine soit-elle, la nourriture solide, en réalité, densifie le corps, renforce le mental et endort la conscience. La conscience, c'est une émanation du champ quantique qui par définition est vibratoire. Donc la conscience, elle est vibratoire. Si je me coupe de la vibration en endormant ces signes, eh bien je me coupe de la conscience et je vais renforcer le mental qui lui a besoin de se nourrir solidement parlant au travers des 5 sens. Je crois ce que je vois. Or, en termes de conscience déployée et de nourriture consciente, de nourriture pranique, ce ne sera plus tout à fait uniquement je crois ce que je vois, mais surtout je vois ce que je crois. Si vous voyez la différence, là il y a lieu éventuellement à en faire une petite méditation. Ça a sa subtilité, mais c'est très pertinent. Je vous invite à me faire tous les commentaires possibles. On peut échanger bien sûr. Ça me fait penser à Raphaël, que j'ai accompagné 14 jours en processus pranique, Raphaël de Carcassonne, comme José, et qui me disait il y a 2 ans qu'il avait vraiment l'impression d'un clou qui perforait le palais. C'est cette connexion énergétique qui est en train de se faire, c'est tout à fait physiologique, tout à fait normal, sauf que ça n'est peut-être jamais arrivé dans sa vie, et donc tout de suite on se dit que c'est pas normal, voire on s'inquiète. Autre exemple de résistance au lâcher-prise, de résistance à écouter, accueillir, accepter ce qui se passe quand on est en transition. Guy, à son premier processus, me dit l'année dernière, à la veille, il vient me voir et me dit « Gabriel, je suis un constipé chronique, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait que je prenne des pruneaux, quelque chose ?» Et il me dit ça à la veille, mais vraiment à la veille. Alors je lui dis, ça aurait été bien déjà de commencer plus tôt, parce qu'à la veille c'est un peu juste. Mais si fruits et légumes il y a eu suffisamment en amont, le transit il n'est pas si paresseux que ça. Donc lâche prise, accepte, vis le présent et fais confiance à la particule de lumière dont on parle médicalement parlant, qu'elle est la lumière intestinale. La lumière intestinale est une appellation tout à fait médicale et qui renvoie aussi à cette réalité. Et donc, Guy, à la fin de son processus 3 semaines, que je croise, m'interpelle et me dit « Au fait, Gabriel, tu te souviens, je t'avais posé la question, eh bien dans les 2 premières semaines, aucune selle, aucun transit, rien du tout. Mais alors dans la 3e semaine, j'ai fait une diarrhée cataclysmique qui a duré 48 heures. » Voilà, Guy en lâchant prise, et c'est ce que je lui avais suggéré de lâcher son mental, lui qui est un professeur à la retraite, très cartésien, très carré, eh bien, était peut-être un petit peu trop dans son cerveau gauche, et je l'ai invité à lâcher son cerveau gauche et en lâchant le mental, on relâche le corps et le relâchement du corps fait que énergétiquement ça circule mieux. On voit ça dans les sports de haut niveau. Regardez Ma Long, regardez Mike Tyson, regardez David Douillet, Teddy Riner, regardez Usain Bolt. Quand ils sont en compétition au niveau mondial, quand ils sont sur le point de la victoire, vous ne voyez pas de crispation, vous ne voyez pas de tension dans le corps. Vous voyez quoi? Du relâchement. Le relâchement favorise une plus libre circulation énergétique, ce qui est le moteur de la performance et de la réussite, autant en sport qu'en entreprise. Et c'est bien pour ça qu'on intervient en entreprise sur des thématiques de gestion du stress et d'amélioration de la performance professionnelle à partir de la gestion du stress, mais aussi en santé. C'est aussi la vocation à restaurer, à améliorer, à maintenir en termes de santé personnelle que de suivre un processus en nourriture pranique. Finalement, on pourrait appeler ce processus un processus en lâcher prise. Moi-même,
quand j'étais en 2012 dans mon premier 10 jours de pause alimentaire en juillet, j'ai été pendant 3 jours à marcher les jambes très raides et vraiment douloureuses. 3 jours ça a duré. Je ne me suis pas posé la question qu'est-ce que je pourrais prendre pour enlever ça, est-ce que je pourrais me masser, mettre de la pommade, prendre un médicament. Tout simplement, ma mère ayant été opérée de varices, eh bien c'était l'atavisme, l'hérédité familiale qui jouait, qui se manifestait, qui montait à la surface en vue d'être intégré, déprogrammé. Chose qui s'est fait en termes d'antécédents variqueux du côté de ma mère, qui s'est fait sur 3 jours de jambes très raides et je peux dire douloureuses. Florence a vécu un processus en 16 ou 18 jours, il y a 1 an et demi, et dans ces 5 premiers jours, elle a eu très mal le dos. Au bout des 5 jours, c'est parti. Elle n'avait aucun antécédent lombalgique, cervical, dorsal, vertébral. Florent, qui a fait 21 jours, a eu très mal le ventre pendant aussi 5 jours. Et puis c'est parti comme ça, sans avoir aucun antécédent. Peut-être qu'il avait un terrain particulier au niveau de la digestion, c'est possible. Peut-être que c'était aussi ce qu'il ingérait, ce qu'il mangeait de façon habituelle et sans s'en rendre compte, qui s'est aussi manifesté, je ne sais pas. Donc je voudrais vraiment vous proposer aujourd'hui de réfléchir, si vous le souhaitez, de méditer sur une éventuelle difficulté, résistance au lâcher-prise. Sur le thème général du lâcher-prise, quelle serait votre pierre d'achoppement essentielle? Ce sur quoi vous avez du mal à lâcher prise. Ça peut être alimentaire, j'ai du mal à lâcher, comme moi ça a été un certain temps, le chocolat, bien sûr. Avez-vous du mal à lâcher sur le côté acariâtre d'une personne de votre famille, d'accepter cette personnalité, cette personne? Avez-vous du mal d'accepter un employeur, un collègue, un voisin trop particulier? Quelle serait votre plus grande difficulté à lâcher prise et donc à accepter? Je vous propose de méditer sur ça. Et puis c'est déjà amorcé, ce fameux changement, de manière à ne pas être systématiquement, ne pas rester dans un changement de type 1, puisque vous le savez aussi bien que moi, les choses se répètent, et quand elles se répètent, elles ont tendance même à se durcir, à se compliquer. Voilà, donc je vous invite à réfléchir sur ça. Quelle serait cette difficulté à lâcher prise à votre niveau, que ce soit à un niveau personnel, professionnel, familial, amoureux, sportif, etc., etc. Santé. Parce que, une fois encore, on a tendance à trop attendre et espérer d'une transition nourriture pranique, et si possible à ne pas la faire jusqu'à 21 jours, puisque bien des gens me demandent s'ils pourraient être praniques en 7 jours, ça ne marche pas comme ça, et il ne suffit pas de se poser en stage ou derrière son ordinateur avec Skype pour qu'il y ait une détoxination et un déconditionnement suffisant pour que là enfin le relais pranique se fasse. Parfois il faut aller un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin ça peut se faire pendant un processus et ça peut aussi se faire avant, avec une aide extérieure, avec une tierce personne qui relèverait de développement personnel, de coaching ou de thérapie psychocorporelle. C'est à chacun qu'appartient l'orientation, le choix et d'éventuelles décisions dans ce sens. Bonne journée à vous. Je vous laisse en compagnie de quelques photos du très beau village, en tout cas pour moi très beau village de Servione en Corse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.